Elle a parcouru le monde pour donner une voix aux oubliés des zones de conflit. Première femme à occuper la fonction de chef d'antenne principale au téléjournal 22 heures. Elle pave la voie à une génération de femmes qui rêvent d'être journalistes. Céline Galipeau en a parcouru du chemin depuis le début de sa carrière. Et c'est à l'École supérieure en arts des technologies des médias qu'elle s'est arrêtée aujourd'hui pour échanger avec la relève journalistique. Bonjour, Madame Galipeau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous œuvrez dans le milieu des médias depuis le début des années 80. Vous avez baigné dans ce milieu bien avant. Qu'est-ce qui continue de vous stimuler dans ce métier? L'amour de ce métier-là, je trouve que c'est un métier extraordinaire. J'ai été correspondante longtemps donc sur le terrain et j'ai encore la piqûre aujourd'hui. Quand il se passe quelque chose, j'ai toujours envie de couvrir, d'expliquer, de raconter. C'est comme... c'est ma vie en fait, je crois. Donc j'aime encore beaucoup ce métier-là, passionnément. Même s'il y a peut-être des gens qui trouvent que ça fait un peu longtemps que je suis là, mais je continue quand même. Puis il se passe tellement de choses en ce moment que c'est captivant pour nous. C'est très... il y a beaucoup de fébrilité depuis l'élection de Donald Trump, son retour à la Maison-Blanche. Il y a eu l'Ukraine, il y a eu Gaza. Donc c'est des moments, je pense, très importants. Donc je continue de faire ce métier-là parce que je pense que c'est important de raconter et d'expliquer aux gens pour qu'ils aient une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le monde. Et vous êtes aux premières loges de tous ces phénomènes à chaque soir au téléjournal 22 heures. C'est une tradition qui a su résister à l'épreuve du temps dans un moment où est-ce qu'on est dans un climat de crise des médias. Quelle est l'importance de ce téléjournal 22 heures? Je dirais que ça n'a plus la même importance que ça a déjà eu à une certaine époque où il y avait des grands... c'était presque une institution, on appelait ça la grand-messe, parce qu'il n'y avait pas d'information continue, donc c'était un rendez-vous que les gens avaient. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus ce grand rendez-vous, mais ça reste un rendez-vous, je crois, qui m'apparaît encore important, parce que justement, l'information nous arrive d'un peu partout, tellement rapidement, de tellement de sources. On est bombardé toute la journée. Les gens, j'imagine, voient ça sur leur téléphone, peut-être écoutent un peu quelque chose. Mais je crois que ça reste important de mettre un peu d'ordre là-dedans et en fin de journée, de donner aux gens, surtout ceux qui travaillent, parce qu'il y en a encore qui travaillent dans la journée et qui n'ont pas le temps d'être tout le temps sur leur téléphone, de leur donner une espèce de résumé de ce qui s'est passé dans la journée, de leur donner un peu de contexte et peut-être d'expliquer aussi un peu plus en profondeur ce qu'ils ont peut-être lu en manchette sur leur téléphone dans la journée. Donc, je pense que c'est un rendez-vous qui évolue quand même. C'est un défi pour nous parce qu'il faut qu'on reste pertinent justement après ça. Mais il y a quand même plusieurs centaines de milliers de personnes tous les jours qui nous regardent encore. Donc, on imagine qu'il reste une partie de la population qui est devant son téléviseur et qui regarde ce bulletin d'information. Et puis, il y en a d'autres qui attrapent aussi nos reportages, etc. Parce que le travail journalistique, peut-être que les gens ne le regardent plus comme avant dans cette émission-là, mais ils peuvent le retrouver sur le web, ils retrouvent les reportages, on envoie ça sur les médias, sur les réseaux sociaux. Donc, l'information, elle est diffusée peut-être différemment aussi, mais je pense qu'elle reste quand même pertinente et importante. Et vous l'avez mentionné, avec les fils de nouvelles en continu, on est bombardé d'informations au quotidien. Est-ce que vous trouvez que ça rend le public plus informé ou au contraire, ça risque aussi de le noyer sous un fil de nouvelles incessant? D'abord, je pense que les gens ne regardent pas l'info continue comme nous, les journalistes, ou comme vous, peut-être vous le regardez, c'est-à-dire toute la journée, peut-être qu'on n'écoute pas tout le temps, mais on regarde, on sait ce qui se passe, etc. Immédiatement, on réagit. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui fait ça d'abord, mais je pense que ceux qui regardent l'information sont sans doute mieux informés s'ils s'informent auprès des médias, je dirais, assez traditionnels, parce que ça devient difficile quand on se met à juste regarder ce qui se passe sur TikTok ou regarder sur les réseaux sociaux. Peut-être que là, ça devient difficile de ne pas être noyé, parce qu'effectivement, à la vitesse à laquelle ça passe, et puis qu'est-ce que c'est que cette information-là? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est des fausses nouvelles? Est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce que c'est de la propagande? Tout est un peu noyé, comme vous dites. Donc je pense que justement, peut-être aller sur des sites où on fait de l'information qui est vérifiée, qui est par des journalistes professionnels, je pense que ça reste quand même important, plus important que jamais même, justement à cause de l'époque dans laquelle on est.
Et est-ce qu'il y a une limite à la quantité d'informations que le public peut recevoir, surtout quand il est question d'événements dramatiques? Si on prend comme exemple la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on en a beaucoup parlé quand ça a éclaté. Ensuite, le conflit israélo-palestinien a fait surface dans l'actualité et soudainement, on parlait moins de cette guerre-là. Où est l'équilibre? Comment on jongle entre tous ces événements? C'est une excellente question et c'est un défi quotidien qu'on a. On en parle souvent d'ailleurs encore cette semaine. On avait un reportage, on avait plusieurs reportages donc, sur cette décision, cette annonce de Donald Trump d'expulser les Palestiniens de chez eux, d'en faire une côte d'Azur à Gaza, une côte d'Azur du Moyen-Orient à Gaza. On avait plusieurs reportages là-dessus. Ensuite, on avait un reportage de notre correspondante en Europe sur les tranchées qui sont en train d'être creusées en Pologne pour se protéger de la Russie, donc à cause de l'Ukraine, à cause de ce qui se passe en Ukraine. Toutes les nouvelles qu'on présentait dans le bulletin étaient assez sombres, quoi. Donc, on se disait, c'est dur pour les gens de regarder tout ça. Il y a une certaine fatigue. En même temps, c'est l'état du monde actuel. Donc, il faut à la fois présenter cette information-là et peut-être aussi essayer de faire des reportages aussi, plus de solutions où on présente des choses qui vont intéresser les gens un peu différemment. Mais la nouvelle, ce n'est pas nous qui décidons ce qu'est une nouvelle. Nous, on rapporte ce qui se passe dans le monde. Donc, l'état du monde actuellement est assez sombre, je dirais, assez difficile. Mais c'est vrai qu'on avait couvert beaucoup la guerre en Ukraine, est arrivé Gaza, il a fallu couvrir ce conflit-là aussi. On n'a pas des ressources non plus infinies, donc il faut faire des choix aussi de couverture parce que c'est extrêmement coûteux de couvrir ces conflits-là. Donc on a fait des choix. Mais je pense qu'on essaye quand même de couvrir les deux conflits qui continuent, qui sont interminables, quoi. Et pour ceux qui couvrent ces zones de conflit-là, les risques augmentent aussi. Il y a les bureaux de Pékin et de Moscou, que vous avez notamment été postés de Radio-Canada, qui ont fermé. Comment on trouve cet équilibre entre couvrir ces événements qui sont essentiels, mais aussi assurer la sécurité des journalistes qui sont sur le terrain? Mais que ce soit à Pékin ou que ce soit ailleurs, les risques ne sont pas les mêmes partout, quoi. C'est sûr que pour Marie-Ève Bédard, qui est basée en Turquie maintenant, aller sur le terrain en Ukraine, par exemple, c'est extrêmement dangereux. Alors pour ce genre de couverture, on a des formations pour les journalistes, donc des formations qu'on appelle formations zone de conflit, donc où on nous explique quelles sont les munitions, quelles sont les armes qui sont utilisées par exemple par les Russes en Ukraine, les mines, comment faire attention, comment se protéger le mieux possible. Donc il y a des cours pour les journalistes et pour les équipes. Il y a aussi des formations de la Croix-Rouge en cas de blessure, en attendant par exemple qu'on puisse être transporté ailleurs, etc. Il faut pouvoir, mettons qu'on a un collègue qui reçoit une balle dans une jambe, il faut être capable de l'aider sur le champ, donc on reçoit aussi des cours comme cela. On a des conseillers en sécurité aussi qui sont là pour nous conseiller aussi sur les risques, essayer d'éviter qu'on se retrouve dans des situations trop difficiles. On a des GPS aussi, nos patrons peuvent suivre à la seconde près où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on s'arrête, qu'est-ce qu'on fait. Si on dépasse les limites aussi, parce qu'on essaye toujours de dépasser les limites, et même quand on nous demande de garder une certaine distance, par exemple, avec la ligne de front. Donc, pour tout ça, je pense que ça va, mais les risques ne sont pas les mêmes. Mais quand on fait ce métier-là, je pense que ça fait partie des risques qu'on doit, à mon avis, qu'on doit couvrir. Ce n'est pas tout le monde qui veut couvrir des zones de conflit. Par exemple, nous, à Radio-Canada, on nous donne le choix. Si on veut y aller, on y va. Si on ne veut pas y aller, on n'y va pas. Mais je pense que ça fait partie de nos tâches, ça fait partie de nos responsabilités comme journalistes. Et bon, ce n'est pas du tout les mêmes défis, mais ici aussi, au Québec, c'est de plus en plus ardu de couvrir l'actualité. Il y a par exemple TVA qui a eu des mobiles qui ont été incendiés durant la pandémie. Il y a une méfiance qui grandit envers les institutions et tout ça en toile de fond avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Qu'est-ce que vous voyez pour le futur de l'information ici au Québec? Mais je pense que la polarisation, elle est partout maintenant. La polarisation, elle n'est pas encore
c'est pas aussi exacerbé que ça l'est par exemple aux États-Unis, mais ici aussi maintenant il y a plus de polarisation, les gens sont plus inquiets, plus nerveux, il y a toutes sortes de choses au niveau de l'économie, etc. Donc dans la population, il y a aussi des contraintes, par exemple pendant la pandémie, il y avait des contraintes que les gens n'acceptaient pas, il y avait les vaccins qu'on imposait que peut-être certains ne voulaient pas avoir, donc tout ça fait que ça devient plus difficile et le problème c'est que les journalistes, le respect qu'on pouvait avoir pour des journalistes à une certaine époque, comme quand j'ai commencé, moi, c'était assez facile, quoi. On ne s'en prenait pas aux journalistes. Mais maintenant, on s'en prend aux journalistes, que ce soit à Gaza, les journalistes palestiniens se font tuer, que ce soit n'importe où dans le monde. Maintenant, comme journaliste, on est souvent des cibles, on peut être enlevé pour des rançons, il y a toutes sortes de choses qui mettent la vie des journalistes en danger. Ici, évidemment, c'est plus difficile. Moi, je n'ai pas tellement couvert ce genre de choses, mais je sais que pendant les manifestations, par exemple, ça peut être assez dangereux pour nos journalistes. Ici même, pourtant, pays plus paisible que ça n'existe pas, je pense, nulle part dans le monde. Mais donc, c'est difficile, mais il reste, je trouve quand même qu'au Québec, il y a quand même une confiance envers les journalistes qui demeure. Ça demeure plus facile que dans certains pays, je dirais même, parce que je pense que les gens continuent de croire que c'est important d'avoir une presse libre dans un pays démocratique, d'avoir une presse libre, d'avoir des journalistes qui peuvent faire leur travail. Je pense que c'est extrêmement important. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on est en train d'enlever des cartes de presse, l'accès, par exemple, aux salles de presse, au Pentagone, à des journalistes traditionnels. On les donne à des influenceurs, on les donne à des journalistes d'extrême droite. C'est vraiment inquiétant ce qui se passe. Donc nous, il faut qu'on se protège, on essaye de se protéger de ça. Est-ce que des stratégies similaires pourraient voir le jour ici au Québec? J'ai beaucoup de doutes que ce serait la même chose. Comme je disais, ce n'est pas la même polarisation, ce n'est pas la même culture, c'est pas la même... Je pense que ce n'est pas la même chose. Mais on sait que le chef conservateur a l'intention de fermer, par exemple, CBC. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nous? Donc, il y a des inquiétudes, mais je pense qu'elles ne sont pas tout à fait au même niveau. Espérons-le. Madame Galipeau, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Merci pour votre travail d'importance que vous faites. Merci beaucoup. Merci, vos questions étaient excellentes. Merci. Vraiment, je les diffuse au téléjournal direct. Merci beaucoup. Merci.